Comment maintenir la paix? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pendant longtemps, c'est par le biais des armées nationales que les nations garantissaient la sécurité et menaient des interventions à l'étranger. Ce modèle est cependant véritablement remis en cause depuis plusieurs décennies et l'on observe de plus en plus d'intégration militaire multinationale, des alliances de long terme entre plusieurs États qui s'allient et fondent une stratégie géopolitique en commun, puisqu'ils y partagent des intérêts. Les pays d'Europe sont longtemps passés par l'OTAN dans leur projet d'intégration militaire. Mais aujourd'hui, on sait bien que le poids des États-Unis dans cette organisation est si important que beaucoup reprochent à ce traité de n'être qu'un moyen de soumission du vieux continent à Washington. Comment alors les États d'Europe pourraient-ils devenir réellement autonomes? L'une des possibilités que certains avancent, et comme vous l'aurez compris, c'est bien entendu le sujet de la vidéo, c'est celui d'une armée de l'Union européenne totalement supranationale, un projet inédit dans l'histoire de l'humanité. Salut à tous, c'est Polychips et on va s'intéresser dans cette vidéo au projet d'armée européenne. Pourquoi on en entend parler? À quoi cela servirait? Est-ce un projet réalisable? Et aujourd'hui je ne serai pas seul puisque mon ami Lucas de Scopeo participe également à cette vidéo. Salut à tous, c'est Lucas de Scopeo, l'Observatoire politique. C'est un think tank multipolitique que vous pouvez retrouver sur le site scopeo.org. Je suis ravi aujourd'hui de faire cette vidéo sur le projet d'armée européenne sur la chaîne Polytips. Pour ceux que cela intéresse, je vous en reparle en fin de vidéo. On est parti. Bien que des avancées importantes en ce qui concerne la défense européenne sont à noter lors des récentes années, sur lesquelles nous reviendrons plus tard dans la vidéo, il ne s'agit pas d'un sujet nouveau, bien au contraire. En effet, l'idée de se doter d'une politique de défense commune, voire d'une armée européenne, est presque aussi vieille que le projet de construction communautaire. Ainsi, dès les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, plusieurs États européens songent à mettre en commun leur politique de défense afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Celle-ci prend d'abord la forme en 1948 du traité de Bruxelles, signé entre la France, le Royaume-Uni et les pays du Benelux, à l'origine de l'Union de l'Europe occidentale, UEO, qui n'existe plus aujourd'hui et qui n'aura eu finalement qu'un rôle très limité. Durant la guerre froide, la sécurité de l'Europe occidentale s'organise avant tout autour de l'Alliance Atlantique et de son organisation militaire intégrée, l'OTAN. Dans ce contexte, les Européens choisissent de s'en remettre grandement à la protection des États-Unis contre la menace soviétique à l'Est. D'autant plus que nous assisterons à l'échec de la Communauté européenne de défense, la CED, en 1954, qui marque l'abandon lors des décennies qui suivront de l'idée de constituer une armée et une politique de défense européenne. Ironie de l'histoire, alors que c'est aujourd'hui la France qui se fait la principale promotrice de la nécessité selon elle de parvenir à fonder une véritable politique de défense européenne, c'est l'Assemblée nationale française qui a rejeté le traité qui aurait dû instituer la Communauté européenne de défense en 1954. L'échec de la CED, comme la solution de l'UEO, révèle l'incapacité des États d'Europe de concevoir un système de défense indépendamment des États-Unis. Robert Marjolin, qui fut l'un des principaux collaborateurs de Jean Monnet, le confessera dans ses mémoires. Je cite : « L'incapacité de l'Europe à s'unir résulte d'une décision prise implicitement par les Européens après la fin de la Seconde Guerre mondiale, celle de s'en remettre aux Américains pour leur défense. » À la suite de ces revers, l'idée d'une défense européenne n'est relancée que 40 ans plus tard, en 1992, par la signature du traité de Maastricht, avec la mise en place de la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune. Celle-ci est confirmée en 2007 par la signature du traité de Lisbonne, mais toujours dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire sous une étroite dépendance de Washington. Les premières avancées notables à la suite du traité de Maastricht ont eu lieu au sommet franco-britannique de Saint-Malo, fin 1998, qui marque une évolution dans la vision britannique, qui reconnaît officiellement la légitimité d'une défense européenne et accepte que l'Union européenne agisse de façon autonome dans un domaine que le Royaume-Uni réservait auparavant à l'Alliance Atlantique et aux États-Unis. Sur cette base, de nombreux progrès sont réalisés en matière d'Europe de la défense à partir de 1999. Comme je le disais précédemment dans la première partie, il a fallu attendre les années 1998-99 pour assister à un réel changement de paradigme et à des avancées significatives. Ainsi, à la suite du sommet franco-britannique de fin 1998, c'est le Conseil européen d'Helsinki, en décembre 1999, qui a fixé l'objectif du Headline Goal, c'est-à-dire une force de réaction rapide de 60 000 hommes pouvant être déployés dans un délai de 60 jours et pendant une année, ainsi que la constitution de groupements tactiques projetables de 1500 hommes. L'objectif global d'Helsinki ayant été atteint,
Le Conseil européen de juin 2004 a approuvé la poursuite du développement de la capacité militaire de gestion des crises de l'Union européenne et un nouvel objectif a été fixé dans la foulée, le Headline Goal 2010. Les membres de l'Union européenne se sont donc engagés à ce que d'ici 2010, ils soient capables de réagir par une action rapide et décisive à l'ensemble des opérations de gestion de crise couvertes par le traité sur l'Union européenne et la stratégie européenne de 2003, c'est-à-dire les missions humanitaires et de sauvetage, les opérations de désarmement, le soutien aux pays tiers dans la lutte contre le terrorisme, les missions de maintien de la paix et les missions des forces de combat dans la gestion des crises, et enfin le rétablissement de la paix. De même, à la suite du Conseil européen d'Helsinki en 1999, le Conseil européen de Nice de décembre 2000 a décidé la création d'organes permanents. Tout d'abord, le Comité politique et de sécurité, COPS, composé de représentants nationaux, il suit l'évolution de la situation internationale et contribue à la définition des politiques, et enfin surveille leur mise en œuvre. Ensuite, le Comité militaire de l'Union européenne, CMUE, composé des chefs d'état-major des armées, il fournit des conseils militaires au COPS. Et enfin, l'état-major de l'Union européenne, EMUE, qui accomplit des tâches de réaction rapide, de planification stratégique et d'évaluation. Par la suite, en juin 2004, l'Agence européenne de défense, AED, a été créée pour favoriser la mise sur pied d'une industrie européenne de l'armement. Globalement, elle soutient des projets coopératifs en matière de défense européenne et constitue un espace de discussion pour les ministères de la Défense européens. La PSDC, politique de sécurité et de défense commune, a été définie dans les années 1990 et il a été décidé qu'elle soit une composante de la PESC, la politique européenne de sécurité commune. Cette politique de défense comporte 3 dimensions: la gestion des crises militaires, la gestion des crises civiles et la prévention des conflits. Cette PSDC prévoit ainsi officiellement la possibilité de définir une politique de défense commune de l'Union européenne sans pour autant être la résurgence de l'idée de constituer une armée européenne et tout en continuant de reconnaître l'importance de l'OTAN dans la défense collective des membres de l'Union européenne. Enfin, plus récemment, de nouvelles avancées notables sont à noter au sujet de l'Europe de la défense sur les dernières années, dans un contexte politique où les dirigeants européens souhaitent mettre en avant un concept inédit dans l'histoire de la construction européenne, l'autonomie stratégique. Il y a le Fonds européen de défense qui a été présenté en 2016, porté par la France mais aussi l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, centré sur le renforcement des capacités militaires de l'Union européenne et plaidant pour la création d'un programme de recherche sur la défense dans le cycle budgétaire 2021-2027. C'est ce qui s'est produit puisqu'il est devenu un nouvel instrument phare de la politique de l'Union européenne en matière de défense, puisque le budget du Fonds européen de défense a été adopté en avril 2021. D'un montant de 7,9 milliards d'euros pour la période 2021-2027, il doit permettre aux industriels européens de la défense de travailler sur des projets communs. On peut citer également la coopération structurée permanente, la CSP, qui est une disposition prévue par le traité de Lisbonne et qui est activée officiellement en 2017 par un groupe de 25 pays membres de l'Union européenne sur 27. La CSP permet de prendre des engagements relatifs à l'augmentation et à la coordination des dépenses de défense, à la participation à des programmes d'armement en coopération européenne et au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées. On peut aussi citer l'initiative d'intervention européenne, IEI, qui a été lancée en 2018 et qui consiste à créer au sein d'un groupe d'États européens, 13 États membres de l'Union européenne aujourd'hui, les conditions pour la conduite d'engagements opérationnels conjoints dans divers scénarios d'intervention militaire. L'ambition à long terme portée par la France est de créer une culture stratégique commune. La ministre des Armées française, Florence Parly, précise qu'il s'agit de développer entre des pays à la fois militairement capables et politiquement volontaires des habitudes de travailler ensemble pour pouvoir se préparer, pour le cas échéant, d'être capables d'intervenir là où ils le décideront, au moment où ils le décideront, sur des scénarios extrêmement variés. Tout cela ne constitue évidemment pas, à proprement parler, une véritable défense européenne commune, et encore moins une armée européenne, mais nous assistons tout de même à l'émergence de bases qui permettront probablement de créer les conditions de la définition d'une véritable autonomie stratégique. S'il y a bien un terme qui est à la bouche de nombre de dirigeants européens, c'est bien celui d'autonomie stratégique. Les traits d'une définition de ce terme se dessinent abstraitement depuis plus de 20 ans, notamment depuis le sommet de Saint-Malo en 1998, qui permet de faire éclore l'idée d'une Europe ayant la capacité de gérer des crises internationales dans son voisinage sans l'aide des Américains. Le terme est d'abord associé à cette définition, mais il se noie par la suite dans une bouillie de termes techniques n'ayant que peu de sens. C'est pourquoi il est plus judicieux de le résumer à la capacité de développer des formes d'intervention autonomes, opérationnellement et stratégiquement. À savoir que la définition s'étend aussi aujourd'hui à tous les champs de la puissance, et pas seulement à la défense.
ce qui paradoxalement peut être vu comme un frein au développement d'une défense européenne comme on l'entend. Il faut bien comprendre que cette idée est théorisée avant tout par la pensée militaire française et qu'elle est poussée aujourd'hui principalement par Paris. Mais pourquoi cette notion émerge-t-elle au juste ? D'abord, une prise de conscience a eu très clairement lieu en 2016 avec l'élection de Donald Trump, hostile au multilatéralisme et favorable à un retrait des interventions américaines partout dans le monde. Il devenait donc de plus en plus évident pour les Européens que l'oncle Sam ne serait pas toujours derrière eux pour les protéger. Et malgré l'élection de Joe Biden, le Trumpisme n'est pas fini et il devient de plus en plus incertain que les États-Unis continueront à opérer en Europe. D'autant plus que le nouveau président lui-même n'y est pas forcément plus favorable, puisque l'on observe depuis l'arrivée au pouvoir de Barack Obama un désengagement progressif des États-Unis vers l'Europe, qui préfère concentrer ses forces vers l'Asie. Si ce pivot géopolitique entre dans les consciences à Bruxelles, ce n'est pas la seule raison qui pousse l'UE à souhaiter développer une véritable autonomie stratégique. Les zones de tension et les menaces se multiplient autour de l'Europe, et Bruxelles commence à comprendre qu'elle doit pouvoir y répondre avec sa propre politique, à la fois indépendamment des États-Unis, mais aussi en apportant une réponse claire à des problèmes qui touchent l'ensemble du vieux continent. L'un des principaux challenges aujourd'hui est de parvenir à maîtriser les flux humains en développant une véritable politique migratoire. Selon ceux qui défendent cette autonomie stratégique, cette politique ne peut être gérée qu'en créant une meilleure relation entre l'Afrique et l'Europe, et cela doit passer aussi par la défense, puisque les interventions des pays d'Europe sur le continent africain doivent avoir pour objectif à long terme d'apaiser les tensions qui y règnent. Des interventions militaires telles que l'opération Barkhane au Sahel pourraient alors être planifiées à l'échelle de l'Union européenne, qui aurait donc une stratégie unique sur le plan de la défense. Aussi, une même stratégie de défense pourrait être adoptée dans la gestion des frontières, notamment en Méditerranée. Enfin, ce désir d'autonomie se développe parce que le monde devient multipolaire. On observe que la puissance est de plus en plus partagée et non plus concentrée autour d'un ou deux principaux axes. De ce point de vue, notamment avec la montée en puissance des pays comme la Chine ou la Turquie, et la montée des tensions avec la Russie, il deviendrait donc nécessaire de développer une stratégie propre à l'Europe, qui ne passerait donc plus systématiquement par le prisme américain dans sa stratégie et ses interventions, puisqu'il est certain que les intérêts de Washington divergent de ceux de Bruxelles sur de nombreux points. Un pays comme la Turquie a par exemple pu profiter du manque de politique commune, notamment en faisant pression sur les frontières, et l'Europe a d'autant plus de mal à se défendre que la Turquie est membre de l'OTAN, ce qui la rend en quelque sorte intouchable, insensible à toute menace militaire européenne. C'est dans cette perspective qu'ont pu être initiées depuis quelques années plusieurs actions d'ordre communautaire, et que l'année prochaine devrait être mise en place la boussole stratégique. En fait, elle a été exposée par Emmanuel Macron lui-même lors de la conférence de presse qu'il a tenue dans le cadre du lancement de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022. Le président de la République l'a défini comme un livre blanc européen de défense et de sécurité qui présentera l'état des menaces ainsi que les choix collectifs et les initiatives à prendre par l'UE. En effet, le hasard du calendrier permet à la France de présider le Conseil au moment propice, permettant de profiter de la dynamique d'intégration de la défense européenne ayant eu lieu ces dernières années, en accélérant les opérations et en engageant de nouvelles initiatives. En fait, le document devrait être rédigé d'ici le mois de mars environ, et devrait être le pilier qui structurera les avancées de la stratégie de défense, puisque les menaces auxquelles doit faire face Bruxelles seront précisément énoncées et associées à des objectifs, des besoins et un budget précisément fixé et échelonné dans le temps. Mais finalement, tout ça ne serait-il pas qu'une tentative de plus de mener l'Europe vers une intégration totale ou fédérale, ce que pour beaucoup elle ne pourra jamais être réellement. Bien que la situation semble évoluer plutôt en faveur de la construction d'une Europe de la défense, nombre de blocages de diverses natures paraissent ralentir, voire empêcher le développement du projet. Si le projet d'Europe de la défense a été longtemps freiné, c'est avant tout parce que les pays membres eux-mêmes n'avaient pas le désir de se protéger avec leurs propres moyens. Les États qui ont poussé à la construction d'une défense européenne ont longtemps été ceux qui avaient déjà une réelle stratégie et des ambitions militaires à l'échelle nationale, la France en tête de liste. D'autres États ne nourrissaient cependant pas tant d'ambition à l'égard du développement de la défense par le prisme européen, puisqu'ils n'en nourrissaient pas non plus par le prisme national, et préféraient de ce fait se réfugier derrière l'OTAN dans les bras de Washington. Le premier opposant fort de cette idée fut bien entendu l'Allemagne, qui ne poursuivait aucune volonté de développement de sa défense, et ce en vérité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De l'autre côté, les pays d'Europe orientale craignent eux l'abandon progressif des États-Unis, qui sont à leurs yeux le meilleur défenseur de l'Europe contre la Russie, qu'ils craignent aussi pour des raisons historiques, ayant vécu dans le giron de l'URSS pendant près d'un demi-siècle.
Cette préférence pour l'OTAN est aussi renforcée par un véritable lobbying des États-Unis dans la région qui, bien qu'il se soit tourné plutôt vers l'Asie ces derniers temps, maintiennent une présence forte dans certains pays comme la Pologne et gardent des effectifs et des installations considérables sur place. Au-delà de cela, c'est aussi des raisons comptables qui poussent à la méfiance. Pourquoi mettre des fonds en commun pour développer une défense qui existe déjà par l'intermédiaire de l'OTAN ? Et c'est d'ailleurs longtemps ce qui a bloqué les projets de nature économique comme le Fonds européen de défense qui a peiné à être mis en place. Malgré tout, on observe une adhésion progressive à certaines des idées qui fondent le projet de défense européenne, notamment avec l'élection du chancelier Olaf Scholz, plus favorable au projet. Il est en revanche nécessaire de préciser que la notion d'autonomie stratégique n'a pas le même sens pour tous les États. Et si chez les Français il peut souvent faire écho au développement d'une armée européenne, ce n'est pas forcément le cas outre-Rhin, où ça renvoie plus souvent à une autonomie globale, sans passer par une armée. C'est bien la boussole qui sera le pivot permettant de concrétiser ou non le projet d'armée européenne. Et cette dernière devra, si elle souhaite constituer un véritable point de rupture, contenir des engagements concrets se détachant de la stratégie transatlantique, auquel cas elle pourrait s'avérer inopérante, en se diluant dans une stratégie qui ne lui serait pas propre. Enfin, on peut se questionner sur la question qui est finalement la plus essentielle dans ce projet. La population se sent-elle suffisamment européenne pour adhérer à une telle idée ? Parce qu'avant de présenter nombre d'avantages sur le plan stratégique ou financier, une armée commune doit avant tout être l'émanation d'un peuple ou d'une nation. Sinon, comment des hommes pourraient-ils mettre leur vie au service d'une armée ? Il semble qu'aujourd'hui ce sentiment varie beaucoup selon les pays, et je laisse donc cette question en suspens et vous laisse y répondre en commentaire. On s'arrête donc là pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, sachez qu'elle nous a demandé beaucoup de travail, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner. Pour ceux que ça intéresse, Scopeo c'est un think tank constitué de plusieurs membres aux opinions politiques variées, ce qui donne un point de vue vraiment original et complet sur l'actu. Je vous renvoie à leur site internet où vous pourrez retrouver des articles et des vidéos d'interviews. Ils ont notamment pu recevoir des invités tels que Pierre Valentin ou Paul Melun. Merci à tous et à l'année prochaine.